Louis XVI, roi de France et de Navarre. L'appel à la nation partie 3. Bienvenue pour la suite de l'appel à la nation de Louis XVI. Bonsoir à tous et bienvenue sur le Salon Histoire de France. Ce soir, appel à la nation de Louis XVI, troisième partie. Et je vais commencer par la mise en œuvre. Donc on va continuer toujours un peu la thèse sur Goubert de Grubenthal. On va bientôt la terminer d'ailleurs. Et j'espère que ce soir, avant jeudi, je commencerai par parler de la véritable appel de la nation et des écrits de Louis XVI. Là, je continue. On avait saisi ça en 2011, vous voyez, je continue la thèse d'Orsini de 1949 sur l'appel à la nation et donc la mise en œuvre de l'appel à la nation. Donc Goubert de Grubenthal, nous croyons l'avoir démontré, n'est pas l'auteur de l'appel à la nation, mais il s'est fort activement occupé de sa mise en œuvre. L'épreuve nous en a été conservée. C'est lui qui l'a corrigé après avoir confié le dossier à son imprimeur. Ce que nous avons pu voir des manuscrits laissés par notre héros ne nous permet pas et aucune hésitation à ce sujet. Par ailleurs, si Taschereau, qui ne devait avoir aucune compétence en la matière et n'a fait aucune recherche à ce sujet, connaît la qualité d'ancien avocat au Parlement de Goubert de Grubenthal, dont il n'est pas question dans l'épreuve. S'il fait allusion aux démarches de la famille auprès de Louis XVIII, dont nous avons trouvé de nombreuses traces dans les archives de la Maison du Roi, archives qui étaient alors inaccessibles et dont il n'a évidemment pas tenté l'exploration, c'est qu'il tenait ses renseignements à ceux-là même qui lui avaient confié ce document et qui, dans l'ensemble, ne l'ont pas trompé. Pourquoi Malesherbes fait-il appel au concours de l'ancien avocat ? Il le connaissait personnellement et depuis longtemps, il y avait entre eux des idées communes, de nombreuses affinités. Sur les réformes nécessaires, leur œuvre montre une très profonde conformité de doctrine. Bien que fort tolérant, l'ancien président de la Cour des aides était aussi un croyant, encyclopédiste et rationaliste, que l'ex-avocat au Parlement, et cela qui pouvait l'éloigner de son souverain, le rapprochait d'autant de son confrère. Après le 21 janvier, les deux hommes perdirent contact et Malesherbes garda le silence sur cet épisode extraordinaire. Après-il l'arrestation du 13 septembre, qu'il sait, ils se retrouvèrent dans la prison de Port-Libre, le 13 Niveaux aux deux Floréal, en deux, du 3 janvier au 21 avril 1794, ils se turent. Ils devaient se taire. Goubert de Grubenthal n'était pas arrêté en raison d'une activité dont personne n'avait eu connaissance. Il convenait donc de ne pas en parler. Il y avait des oreilles largement ouvertes un peu partout dans le monde, des moutons dans toutes les prisons. Que l'on s'imagine la discrète confrontation des deux hommes qui avaient en commun un pareil secret. Nous ne l'ignorons pas. Nous l'avons rappelé au début de cette introduction. Il y eut sous la monarchie de Juillet une abondante production de faux mémoires. Mais ils étaient rédigés dans un intérêt mercantile en vue de l'édition et de la vente. On les imprimait, on leur faisait une large publicité. Ici, dans le cas de l'appel à la nation, rien de pareil. Et c'est même fort exactement le contraire. Nous sommes en présence d'un texte extrêmement important. Il a été composé typographiquement deux fois à de nombreuses années d'intervalle. Il n'a été imprimé qu'une seule fois dans une austère petite revue de documentation historique qui n'avait aucun caractère politique ou littéraire. Il n'a jamais été édité alors qu'il lui était fort facile d'en obtenir un livre au moyen d'un tirage à part au prix d'un remaniement insignifiant. Et qu'a-t-on apporté à l'érudit directeur ? Non pas un manuscrit, mais une épreuve, ayant date certaine et dont nous établissons, sans contestation possible aujourd'hui, qu'elle a été manipulée par un homme mort peu après 1807, c'est-à-dire environ 30 ans auparavant. L'hypothèse d'une supercherie postérieure à l'Empire ne saurait donc être soutenue. Nous demandons instamment aux historiens qui voudraient discuter notre affirmation de ne le faire qu'après avoir minutieusement consulté les preuves et l'avoir comparé au manuscrit de Goubert de Grubenthal. Faisons remarquer en terminant qu'il est impossible à la fois de feindre l'existence d'une correspondance en vue d'authentifier un texte apocryphe et d'en refuser la communication dans ce texte qui va enfin être imprimé et pris au sérieux, ce qui doit mettre le comble aux vœux du fraudeur. Ce serait plus que de l'illogisme. Il faut enfin
parler de l'imprimeur, Jean-Jacques Rainville. C'est lui qui donne date certaine à l'épreuve de l'appel à la nation. L'érudit Paul Delalin, si longtemps directeur de la bibliothèque du Cercle de la Librairie, a publié en 1899 un gros volume in vitro qui fait autorité. L'imprimerie de la librairie à Paris de 1789 à 1813, on y trouve page 177 la brève notice suivante. Rainville, imprimeur, 1790, 91 rue Sainte-Anne, butte Saint-Roch, numéro 59. Au-dessous, et sans qu'il soit possible d'affirmer qu'il s'agit du même personnage faute de prénom connu, Rainville, février 1800, rue Férou, près de Saint-Sulpice, numéro 991. Annuaire 1802, rue des Marais, numéro 5. Faubourg Saint-Germain, l'annuaire 1802 indique comme adresse antérieure passage des Écuries au numéro 4. L'auteur fait remarquer lui-même que ce travail est forcément incomplet. Certes, et il ne pouvait en être autrement, nous en avons ici la preuve puisqu'il ignore l'appel à la nation, composé en 1793 rue de Seine, Petit Hôtel Mirabeau, numéro 1405. Cette lacune est bien compréhensible. Il était naturel que Delalin ignorât la page de titre reproduite dans la revue rétrospective et le catalogue général des imprimés de la Bibliothèque nationale, qu'il l'eût parfaitement documenté à ce sujet. N'a vu paraître son volume 65 où sont répertoriées les œuvres de Groubert de Grubenthal et que dans le courant que de l'année 1916. Elle peut aussi s'expliquer tout autrement. Bien que des gens seront peut-être tentés de croire que si Rainville n'a laissé aucune trace répérable de son activité depuis 1791 alors qu'il habitait rue Sainte-Anne, à un moment où journaux, livres, brochures, mémoires, pamphlets se multipliant comme jamais, fournissent aux bibliographes une formidable documentation, c'est que son activité avait cessé à cette date, c'est qu'il avait disparu d'une façon ou d'une autre. Et que de le faire réapparaître 2 ans après, rue de Seine, dans un autre quartier, pour la seule composition de ce texte, qui n'a même pas été imprimé, c'est lui attribuer arbitrairement à une adresse fictive. La continuation d'une activité professionnelle supprimée depuis longtemps, c'est avouer la supercherie. Eh bien non, il n'y a pas de supercherie. Seule, on le sait, une partie des documents administratifs des sections de Paris nous ont été conservés. Louis Jaffard a trouvé aux Archives nationales les cartons de la section des 4 nations, plus tard de l'unité. Il renferme entre autres documents les listes d'établissements et de délivrance des cartes de sûreté. Sous le numéro d'ordre 87, l'une d'elles est délivrée le 6 octobre 1792 à Jean-Jacques Rainville, imprimeur en lettres âgé de 42 ans, résidant actuellement rue de Seine, précédemment domicilié rue Sainte-Anne, né à Paris, sous le numéro d'ordre 2552. Une deuxième carte est délivrée le 22 juillet 1793 à Rainville Jean-Jacques, imprimeur âgé de 42 ans, résidant actuellement rue de Seine, né à Paris. C'est donc bien le même homme qui avait imprimé pour le compte de Groubert de Grubenthal le mémoire à messieurs les membres de l'Assemblée nationale en 1790. En 91, le discours sur l'autorité paternelle et le devoir familial. À partir du 22 juillet 1793, nous perdons sa trace. Qu'importe, l'épreuve est définitivement authentifiée. C'est le seul document qui ait donné l'adresse de Rainville en 1793 rue de Seine, et nous avons maintenant la certitude que Rainville, en 1793, était installé rue de Seine. L'épreuve est bien date certaine, elle est du début de 93. Alors, il y a les lettres de cachet à Paris de Franck Brentano, qui nous donne quelques renseignements sur cet imprimeur et vraisemblablement sur ses ascendants. Ce volume se complète en effet d'une liste des prisonniers de la Bastille. Nous y relevons. Numéro 4205, Rainville Jacques, compagnon imprimeur, entré le 17 octobre 1752 pour brochure calomnieuse contre l'archevêque de Paris, sorti le 21 février 1754. Numéro 4355, Rainville Jacques, compagnon imprimeur, entré le 24 juin 1757 pour affaire de l'imprimerie clandestine Champlot, transféré à la conciergerie le 5 juillet 1757. Numéro 4699, Rainville Jacques, compagnon imprimeur, entré le 29 décembre 1765 pour l'impression du mémoire contre Madame de Langeac, sorti le 9 mai 1766. Numéro 5250, Rainville Jean-Jacques, compagnon imprimeur, entré le 1er avril 1788 pour délit de librairie, sorti le 14 juillet 1788. Les 3 premières rubriques ne sauraient concerner l'imprimeur qui nous intéresse. Né vers 1751, vraisemblablement il s'agit de son père ou d'un oncle,
Étant donné l'identité des deux prénoms, à un moment où il avait 37 ans, la quatrième se rapporte sûrement à lui. Elle nous apprend qu'il ne redoutait, comme ses parents, ni l'activité clandestine, ni la prison. Goubert de Grubenthal, qui lui aussi avait été détenu à la Bastille 2 fois, et tout récemment, du 8 mars au 13 mai 1785, ne pouvait l'ignorer. Il pouvait donc se confier à son courage et à sa discrétion. C'est tout ce que nous avons pu recueillir sur le plus humble protagonisme de cette histoire, humble mais indispensable, et qui authentifie d'une manière irrécusable la date de l'appel à la nation. Alors, les épreuves de l'appel à la nation sont dans les cartons de la Bibliothèque nationale côté F7 4808, F7 4804, F7 2507, F7 2508. Nous venons de le voir, Taschereau nous a très imparfaitement documenté. Il s'était très imparfaitement documenté lui-même. On ne nous a pas attendus pour constater cette carence et faire la remarque d'ordre général. Dans son numéro du 14 janvier 1898, La Révolution française, revue publiée sous la direction Dollard par la Société de l'histoire de la Révolution, il donnait un article anonyme intitulé « Documents sur la Révolution dans les diverses revues rétrospectives, notes bibliographiques ». On y trouve ce jugement. La revue rétrospective que Taschereau publia jadis contient de nombreux documents relatifs à l'histoire de la Révolution. Ces documents sont souvent intéressants, quelquefois importants. Il semble avoir été publié avec soin et avec exactitude, quoi qu'il soit regrettable que dans le recueil de Taschereau, les sources ne soient pas mieux indiquées et caractérisées et qu'il manque parfois les commentaires et les explications les plus indispensables. En tout cas, il est bon de savoir ce que ce recueil renferme d'utile à nos lecteurs et sans entreprendre aucunement la critique soit interne soit externe de ces textes, nous allons indiquer ceux qui se rapportent directement ou indirectement à l'époque de la Révolution. L'appel à la nation est simplement évoqué à sa place chronologique par cette brève mention, tome 9, mémoire de Goubert de Grubenthal en faveur de Louis XVI, lors de son procès, réimpression d'un imprimé rare, la fin est dans le tome suivant, rien de plus. Certes, nous ignorons ce que sont devenus les manuscrits de base, les documents originaux. Pour le moment, ils ont disparu. La seule pièce originale qu'il nous reste, c'est l'épreuve conservée à la réserve de la Bibliothèque nationale, où elle est entrée en 1888 par acquisition à la vente Valère Martin. Penchons-nous sur elle, examinons-la, scrutons-la. Elle peut livrer quelques-uns de ces secrets qui ont échappé à Taschereau. Elle se présente à nous sous la forme d'un volume in vitro de 312 pages. Elle se termine brusquement avant la fin du mémoire et de la fuite à Varennes, première des 3 pièces justificatives annoncées dans le texte. Elle est revêtue d'une ancienne reliure, fin 18e, début 19e. Elle porte au dos ce titre « Observa », qui ne correspond à rien, sinon au désir de dérouter un curieux possible sur les rayons d'une bibliothèque. Sur la page de garde, une note manuscrite. Exemplaire unique en épreuve, sauvé lors de mon arrestation le 27 mars 1793. Elle est suivie d'un trait de plume imprécis, évoquant un vague paragraphe. Qui a été arrêté le 27 mars 1793, nous le savons. Ce n'était ni Goubert de Grubenthal, ni Rainville, quel tiers détenteur. L'avocat aurait-il eu une raison, à nous inconnue, pour faire remonter au 27 mars un événement qui se produisit que le 13 septembre. Cette note est-elle de sa main? Ne l'eût-il pas signée, tout au moins de ses initiales? Et ce paraphe, qui n'est pas son paraphe. En tête de la page de titre, cette mention, une seconde double. Elle signifie qu'il faudra fournir la seconde épreuve en double exemplaire. Et c'est cette injonction au typographe que Taschereau a prise pour un bon à tirer, alors que c'est exactement le contraire. Et pourtant, il y a bien un bon à tirer dans l'épreuve. Nous le trouvons page 265, il est ainsi rédigé. Bon à tirer après correction. On a bien lu bonne. C'est bon à tirer conditionnel n'est donc valable que pour une feuille d'impression. Pour le seul cahier dont il occupe la marge, en tête de la première page, la méprise de Taschereau est évidente. Ainsi, cette page de titre est en première épreuve. Elle n'a pas été remaniée par l'imprimeur, mais elle l'a été par Goubert de Grubenthal à plusieurs reprises et très profondément. Ces additions au texte primitif, ces repentirs, ces délatures s'y lisent à livre ouvert. Ils nous renseignent parfaitement sur les étapes successives de la rédaction et par voie d'induction sur les événements contemporains qui les ont motivés. Premièrement, la page de titre original.
telle qu'elle avait été remise à Rainville en tout dernier lieu, bien après le texte, puisqu'elle fait état du décret du 17 janvier. Elle doit être du 17, le jour même du décret, ou du 18 de ce mois. Tout espoir n'est pas encore perdu. Le roi va interjeter en appel. Il y a encore la question du sursis, qui, Malherbe l'espérait, pouvait tout remettre en cause. Le 19, le sursis est rejeté par la Convention, au cours d'une séance qui ne prend fin d'ailleurs que le 20, à 4 heures du matin. Cette fois, toute espérance est vaine. 2. Le second État est à peu près contemporain du premier. À quelques heures, peut-être même à quelques minutes près, Grobert de Grubenthal ajoute 2 épigraphes, dont un en français, 2 vers de Mirliton, dont il reconnaît l'auteur par des initiales transparentes, dont il s'est plusieurs fois servi au cours de sa carrière d'homme de lettres, qu'il utilisera encore au moins 3 fois par la suite. L'indication de l'imprimeur est maintenue. On est encore visiblement dans l'ignorance du décret qui met littéralement hors la loi tous ceux qui s'occuperont d'un appel de cette nature, 19-20 janvier. 3. Le troisième État. Il est essentiellement caractérisé par la suppression de tout ce qui pourrait permettre une identification quelconque, épigraphe et initiale de Grobert de Grubenthal, nom et adresse de l'imprimeur. Cette fois on sait, l'appel à la nation, s'il paraît, serait une œuvre posthume, rien ne trahira les collaborateurs du roi martyr. Mais à cette édition, on y songe encore, sans quoi ces précautions seraient inutiles. On le sait, l'appel à la nation ne parut pas. Le danger était devenu trop grand. Ultérieurement, l'ancien avocat au Parlement reviendra à cette page de titre, à la suite de « par l'auteur », il écrira « Monsieur Goubert », dans la ligne au-dessous, il effacera MG, il laissera la particule 2, il utilisera le G qui complétera par Grubenthal. Il est bien visible que le trait de plume qui s'acquitte de ce travail est postérieur au reste des corrections manuscrites de cette page. Il est incontestablement de la main de Grobert de Grubenthal. Pour en être convaincu, il suffit de se rapporter à ses autographes. Cette page de titre nous offre un véritable et fidèle sismogramme du tremblement qui ébranlait les assises de la nation. L'éditeur de la revue rétrospective ne l'a pas vu. Cette cécité s'est étendue jusqu'au plus humble détail. L'adresse de l'éditeur présentait une coquille, 152 rue de Seine, chiffre porté par le correcteur à 1405, par insertion de 40 entre 1 et 5 et délature du 2. Tachereau croit que le 1 est corrigé en 40 et au lieu d'imprimer 405, dans ce cas, c'eût été le numéro correct. Imprime 450, c'est qui eût exigé la correction du 1 en 4 et du 2 en 0. L'ouvrage de Paul Delalin, précédemment cité, comporte un supplément qui donne notamment un classement par rue des domiciles d'imprimeurs, libraires, auteurs, etc., de 1789 à 1813, avec la comparaison de l'ancien et du nouveau mode de numérotage avant et après août 1805. Nous y relevons rue de Seine, garnerie, libraire de 1800 à 1804, hôtel Mirabeau, vis-à-vis la rue Mazarine. Numéro 1403, devenu en 1805 le numéro 6, donc en 1793, hôtel Mirabeau était 6 1403 rue de Seine, le petit hôtel de Mirabeau, siège de l'imprimerie de Rainville, immeuble mitoyen, sans doute à usage de commun ou de dépendance, portait naturellement le numéro 1405. Le reste de l'épreuve comporte d'assez nombreuses corrections de la main de Grobert de Grubenthal. Elles sont uniquement typographiques, à part 2 ou 3 qui introduisent des modifications d'infime importance. Il s'agit, on le voit, d'un texte très sûrement établi. C'est un travail minutieux, fait par quelqu'un de compétent et qui en a une grande habitude, mais qui donne l'impression à tout professionnel de l'édition de s'occuper d'un ouvrage dont il n'est pas l'auteur, qu'il ne connaît que très imparfaitement, alors que cet ouvrage dénote chez son auteur une connaissance approfondie du sujet traité, à savoir la vie politique de Louis XVI. Cette impression résulte de 2 catégories This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. de faits. Premièrement, au cours de la lecture de l'épreuve, le correcteur a mis en marge, avec une certaine indécision. Il lui arrive plusieurs fois de se reprendre, des chiffres de renvoi au nombre de 35 en face des passages qui lui ont paru nécessiter des notes explicatives en appendice. Or, ce travail est un travail de composition et non de correction. Il est consubstantiel du texte. C'est au cours de rédaction que l'auteur décide d'élucider ou de préciser tel ou tel paragraphe par une explication rejetée in fine. Si Grobert de Grubenthal avait été l'auteur de l'appel à la nation, il eût pu, en se relisant sur la première épreuve, ajouter ou retrancher, compléter ou modifier ce travail. Il n'aurait pas eu à l'improviser entièrement.
Il ne faut pas confondre ce genre de notes avec les pièces justificatives qui sont les documents à l'appui et dont 3 étaient annoncés dans le texte. Il ne nous a pas paru indispensable de les publier à la suite de l'appel. Il ne faut pas davantage les confondre avec les notes en bas de page qui sont purement explétives. Nous en relevons 5 dans l'appel à la nation, dont 3 sont destinées à annoncer les pièces justificatives. Notons-le en passant, la 3e, qui est relative au testament, a été omise par Taschereau. Notons qu'à ce moment, le testament ne pouvait être connu que de Malesherbes et du roi. Chaque fois que nous trouvons une note en bas de page, elle a le numéro 1, ce n'est pas notre cas. La page 290, par exemple, a en marge le numéro 35, en bas de la page le numéro 1. Il n'y a donc aucun rapport entre les notes explétives remises à l'imprimeur en même temps que le texte, puisqu'elles figurent dans la même épreuve, et les notes explicatives dont la nécessité n'apparaît ici au correcteur qu'à la lecture de cette première épreuve. Secondement, à 2 reprises, le correcteur se réfère expressément à des manuscrits qui sont en sa possession, mais qui n'a pas sous la main, sans quoi il n'aurait pas eu à s'y reporter tout de suite. Page 210. Réponse au 8e chef. En marge, vérifier le manuscrit. Page 211. Réponse au 9e chef. En marge, vérifier le grand manuscrit. Le grand manuscrit, qu'est-ce qu'à dire sinon les 2 dossiers du Temple et des Tuileries établis par Louis XVI et dont il fallait tirer parti suivant le plan tracé, les instructions transmises par Malesherbes, car plusieurs parties pouvaient faire double emploi. Et peut-être fallait-il avoir recours à l'un et à l'autre, faire un montage, un mixage, si l'on veut bien emprunter ces termes fort explicites au cinéma et à la radio. Avant août 1805, je vous rappelle, les numérotages des immeubles étaient tellement fantaisistes que nous relevons dans la petite rue de Seine, qui s'étendait de la rue de Bussy au quai Malaquais, le numéro 38 à proximité du 1403. Voilà à peu près comment on numérotait les rues à cette époque-là. Il est évident que l'ancien avocat au Parlement corrige un texte qu'il a fait composer par son imprimeur, un texte admirablement bien rédigé, mais il ne connaît pas, ou fort peu, un texte qu'il doit pouvoir des pièces justificatives enrichir de notes et d'appendices et auxquelles il a été appelé à collaborer par un travail complémentaire de mise en œuvre, de correction, de rédaction explétive. Le tableau et son cadre de référence ne seront pas de la même main. Goubert de Grubenthal dut s'acquitter de cette tâche chez l'imprimeur et, nous venons de le voir, conserver les dossiers originaux chez lui, où son activité judiciaire et sa section le mettaient en quelque sorte à l'abri des suspicions et des perquisitions. Il n'eût pas été prudent de se promener dans la section des 4 Nations, l'actuel quartier Monet Institut, avec des documents de cette nature. Il en fallait beaucoup moins pour risquer sa tête. N'oublions pas que malgré tout son courage, et l'on sait de quel cran le défenseur martyr fit preuve au tribunal révolutionnaire et à l'échafaud, Malesherbes se remit à l'abbé de Firmont la lettre autographe de Louis XVI que chez un tierce personne où il avait fait convoquer à cet effet, l'époque imposait de telles précautions. Sur l'épreuve même, et pour aller au-devant de toute objection, nous constaterons enfin que l'orthographe employée notamment pour l'imparfait est moderne, alors que la plupart des textes à l'époque comportaient l'orthographe ancienne. Or, Rainville était un des rares imprimeurs ayant adopté dès 1790 l'orthographe moderne, ainsi que l'attestent les épreuves de Goubert de Grubenthal, comme le mémoire à messieurs les membres de l'Assemblée nationale, ou le discours sur l'autorité paternelle et le devoir familial. L'auteur d'une supercherie eût certainement évité de recourir à une orthographe exceptionnelle en 1793. Mais qui était cet employé par l'imprimeur Rainville? Nous donnons donc aujourd'hui l'édition originale de ce texte. Il n'a jamais été connu que par quelques érudits dont la vocation est de tout lire, mais dont la fonction n'est pas de tout publier. Il nous a paru mériter la plus large diffusion. Le rapprochement des textes épars que nous avons réunis, dont les uns étaient dans le domaine public, dont les autres n'avaient besoin que de quelques mois de patiente, recherche pour être exhumés, aurait dû attirer depuis fort longtemps l'attention des spécialistes. Mais ce document capital n'avait joué en son temps aucun rôle. Il avait été présenté par erreur, malgré l'emploi de la première personne, bien que Louis XVI s'exprimait lui-même comme une éventuelle plaidoirie d'appel due à la plume d'un avocat inconnu. Les allusions voilées de Taschereau, rédigées d'ailleurs en termes elliptiques, évoquaient sans précision les oppositions qui présidèrent à la publication dont il fut l'artisan en 1837. Communication de pièces et de renseignements d'une part, refus de dossiers d'autre part. Ce conflit se passa dans l'ombre.
Taschereau semble en avoir pris son parti. La seule tâche qu'il s'était assignée était la publication de documents historiques inédits. On lui en apportait un et d'importance. Il le publiait, le livrant à la controverse. Mais ce fut précisément l'inattendu qui arriva. Il n'y eut pas de controverse. Dans la presse, dans la société, aucune réaction perceptible. La Gazette de France elle-même reste muette. On ne relève aucune seule exception, un article de la Quotidienne, court mais perspicace, du 25 mai 1837, malgré la confusion de Taschereau et bien qu'admettant sans discussion la fiction d'une plaidoirie d'appel rédigée par Groubert de Grubenthal, le rédacteur anonyme de l'organe légitimiste a bien senti, sans tout à fait le dire, que l'appel à la nation n'a pas le caractère d'un simple travail d'avocat. Voilà ce qu'il dit. Cet écrit, si intéressant par son origine, l'est encore davantage par la liberté avec laquelle il s'exprime. Ici, c'est le roi qui est censé parler et qui parle de la nation. On n'y voit donc pas ces ménagements et ces précautions fort excusables dans la bouche d'un défenseur, mais qui siérait mal à un prince de cette race où, quoi qu'il advienne, l'honneur est toujours sauf. Le plaidoyer nomme les choses par leur nom et les hommes par la qualification que la postérité leur a laissée. Exactement 3 jours plus tard, dans son numéro du 28 mai, la Quotidienne imprimait sans un mot de commentaire une lettre de Ferdinand de Grubenthal le neveu. C'est une lettre extrêmement embarrassée. Voilà ce qu'il dit. Bulletin bibliographique, monsieur le rédacteur. Ce n'est que par un article contenu dans le feuilleton de votre estimable journal, numéro du 25 de ce mois, que j'ai eu connaissance de la publication dans la revue rétrospective d'un mémoire intitulé « Appel de Louis XVI à la Nation ». Comme fils et neveu des auteurs de ce mémoire, en possession des pièces justificatives, lettres, procès-verbaux et de saisie, ordonnances de brûlement en place publique, des épreuves tirées, mandat d'amener, ordre d'incarcération de l'auteur, etc., etc. Je dois à ma famille et je me dois à moi-même de déclarer que les faits prétendus historiques avancés sur l'auteur dans l'avis mis en tête de cette publication sont inexacts. Quant au mémoire en lui-même, possesseur du manuscrit, sur lequel se trouve un avertissement indiquant les sources et les preuves des faits avancés et auquel enfin se rattachent les notes importantes explicatives d'un grand nombre de passages de ce mémoire, je dois également à la vérité de déclarer que cette publication est incomplète. D'un brouilleur de pistes, il n'y avait aucune raison de l'adresser à la Quotidienne, car c'était la revue rétrospective qu'elle concernait et Taschereau qu'elle mettait en cause, et auprès desquels on ne voit pas qu'il ait jamais protesté. Et il l'a remplie des plus folles allégations, démenties par les archives. Ferdinand de Grubenthal part en effet de procès-verbaux de saisie, ordonnances de brûlement en place publique, des épreuves tirées, prétendues pièces d'un procès qui n'a jamais existé. Il parle de mandat d'amener et d'ordre d'incarcération de l'auteur de l'appel à la nation, alors que nous avons établi, grâce au dossier du comité de sûreté générale, que l'incarcération de Groubert de Grubenthal n'avait aucun rapport avec l'appel à la nation. Quant au manuscrit, nous doutons fort que Ferdinand de Grubenthal l'ait eu en sa possession. Si même son oncle, par prudence, avait recopié de sa main le travail de Louis XVI, il l'eût produit pour rectifier les erreurs qu'il invoque. Sa lettre est celle d'un homme rallié à la monarchie de Juillet, effrayé de ce que son nom soit publié à l'association d'un texte qui met si gravement en cause le propre père du roi. Quelle est la raison du refus d'audience opposé à une telle publication? À l'origine, et la plus importante, c'est le faux départ causé par l'erreur de base de Taschereau. Il y en a d'autres. Les voici, selon nous, l'état des esprits en 1837, le discrédit jeté sur les facultés intellectuelles de Louis XVI et le parti pris des historiens à ce sujet. Les légitimistes étaient, cela va de soi, les plus qualifiés pour faire un sort à l'appel à la nation, mais ils se caractérisaient alors par une extrême atonie. Ils étaient pour un temps fossilisés, ils ne s'étaient pas encore remis de la récente équipée de la duchesse de Berry, les ralliés à la monarchie de Juillet, si nombreux par lassitude et par intérêt, ne tenaient pas, comme le neveu de Groubert de Grubenthal, à attirer l'attention sur un document qui mettait en cause d'une manière aussi véhémente le duc d'Orléans, le régicide Philippe Égalité, père de Louis-Philippe. Les républicains et les bonapartistes s'en désintéressaient. Le discrédit jeté sur les facultés intellectuelles de Louis XVI interdisait de lui attribuer un texte de cette valeur. Le prendre au sérieux, c'était comme étant de Louis XVI, n'était-il point faire aux érudits l'effet du mathématicien Michel Charles achetant à l'imposteur Vrin Lucas des lettres de Marie-Madeleine s'adressant à Jésus-Christ en le traitant de très cher sire et aimé sauveur.
Personne ne se préoccupa d'entendre les descendants directs des personnages mis en cause. Le silence se fit, il ne fut pas rompu. Ce texte rentra dans l'ordre dont il n'était sorti que la durée d'un jour. À ceux qui s'étonneraient ou douteraient, nous demandons de lire avec soin l'appel à la nation. Nous nous sommes volontairement abstenus de toute critique littéraire du texte. Il faut en laisser le soin au lecteur. C'est lui qui découvrira dans chaque ligne ce ton simple et humain qui ne peut appartenir qu'à celui qui a ressenti ce qu'il exprime. Nous nous sommes efforcés de nous placer presque exclusivement sur le plan des constatations matérielles et psychologiques. Nous avons établi d'une manière indiscutable que l'appel avait été imprimé en 1793. Qui d'autre que Louis XVI eût pu l'écrire ou en écrire l'essentiel à cette époque, dans un temps aussi bref, avec la connaissance de tant de faits? Qui d'autre que lui aurait pu avoir cet accent sincère de confession et à la fois royal? Qui d'autre que lui aurait-il pu écrire l'admirable page où il se refuse de rendre compte de sa vie privée? Pourquoi, si Groubert de Grubenthal en avait été l'auteur, aurait-il passé sous silence et caché ce magnifique monument quand on songe au travail qu'il aurait fallu pour l'ériger? Pourquoi l'idée serait-elle venue de Groubert de Grubenthal d'un appel à la nation? Pourquoi, si l'appel eût été son œuvre spontanée, l'avoir fait suivre des pièces justificatives? Pourquoi, s'il se fût agi d'une plaidoirie, aurait-il fait parler le roi à la première personne? En quoi ce texte pouvait-il être une plaidoirie, qu'on le compare à celle de XVI? En réalité, l'appel à la nation ne peut n'émaner que de Louis XVI. Qu'il ait été aidé dans sa rédaction de nombreux passages, ce n'est pas douteux. Mais l'œuvre demeure la sienne, dans son inspiration comme dans son style. Elle permet de répondre à l'historien Aubry, qui, après avoir analysé le testament de Louis XVI, s'interroge et s'étonne que le descendant de Henri IV et de Louis XIV ne se soit point adressé à la nation dont il a été le chef et devient la victime, et n'ait point tiré pour elle de sa catastrophe un solennel avertissement. Cet étonnement était légitime. Il n'est point de chef qui se soit laissé juger et condamner sans avoir voulu se justifier aux yeux de son peuple. Il n'est point de chef qui se soit laissé juger et condamner et qui se contente d'un testament de caractère privé. Ce serait contraire à la vérité psychologique. Louis XVI avait préparé sa justification devant la nation et lui avait donné le solennel avertissement que l'historien attendait. Exprimant ses dernières volontés, il pouvait se contenter de parler à Dieu, à sa femme et à ses enfants. Le monarque savait qu'il avait déjà parlé aux Français, ses seuls juges. On comprend alors la dernière déclaration du roi, lue par de XVI à la Convention et qui, terme pour terme, se retrouve dans l'appel à la nation. Je dois mon honneur, je dois à ma famille de ne pas souscrire à un jugement qui m'inculpe d'un crime que je ne puis me reprocher. En conséquence, je déclare que j'interjette appel à la nation elle-même du jugement de ses représentants. La rédaction de ce passage est du 16 janvier. Depuis le 15 janvier, le roi a appris que la Convention avait rejeté l'appel devant le peuple. Lorsque le 17, il fait dire à l'Assemblée qu'il interjette appel à la nation du jugement de mort, il sait donc que ce n'est point, même s'il a recours à un terme technique, d'un appel de caractère juridique. Il en appelle à la nation comme d'autres à l'histoire ou à la postérité, et il le proclame devant ses juges, son appel est prêt. C'est celui que le lecteur va lire. La meilleure épreuve de son authenticité, c'est encore dans ses pages les plus émouvantes, le texte lui-même, fait par Jacques Izorni en 1949, saisi par Denis Bataille et Monsieur le comte de Princey Emmanuel Girard en 2011. Voilà à peu près l'introduction par rapport au texte de l'appel de Louis XVI, roi de France, à la nation. Je vais maintenant aller à l'essentiel et au texte lui-même. D'abord, je vais vous faire de l'appel de Louis XVI, roi de France à la nation, la présentation du texte dans la revue rétrospective. Voici l'un des plus importants documents, le plus important peut-être que la revue ait été juste ici mise à même de publier. Nous devons dire l'histoire de cet écrit et comment il est venu à nous. Les défenseurs de Louis XVI étant absorbés tout entiers par les débats si exigeants du procès de ce prince, M. de Malherbe chargea Groubert de Grubenthal, avocat au Parlement de Paris, de préparer un mémoire en faveur du monarque accusé, pour le cas, très probable, dès la première audience où il serait condamné et dans l'espoir, moins fondé, que les juges admettraient l'appel à la nation du jugement qu'ils auraient rendu. Une correspondance de M. de Malherbe, léguée par Groubert de Grubenthal à sa famille, traçait à celui-ci le plan qu'il avait à suivre.
Nous aurions désiré pouvoir le publier en tête de ce mémoire, mais les héritiers de son auteur, n'envisageant pas, comme nous, les intérêts de l'histoire, ont cru voir à la publication du document qu'on va lire des inconvénients qui ne pouvaient nous frapper. Et ce dissentement a dû nous faire renoncer à l'espoir de toute communication de leur part. Robert de Grubenthal remplit la mission qui lui avait été confiée. Son appel fut livré à l'impression et les feuilles revues par lui furent tirées durant le procès. Quand la sentence fatale eut été prononcée, quand la demande de recours à la nation eut été rejetée, Grubenthal s'empressa de faire détruire l'édition entière de son plaidoyer, qui fut devenu peut-être son propre arrêt de mort. Il n'en conserva qu'un seul exemplaire présenté depuis à Louis XVIII à son retour en France et qui valut à la famille de Grubenthal son inscription sur la liste des pensionnaires de la liste civile. Nous ignorons ce qu'est devenu cet exemplaire, nous l'avons vainement demandé à la bibliothèque du Louvre, il a échappé à toutes les recherches, mais l'imprimeur avait conservé les épreuves de l'auteur portant ses dernières corrections et revêtu de ses bons à tirer. C'est ce volume précieux qui nous a été communiqué par son possesseur actuel. Celui-ci nous a autorisé à le déposer au bureau de l'imprimerie de notre recueil comme un monument que plus un bibliophile sera curieux d'examiner et qui doit nécessairement aller enrichir quelques grandes collections de pièces sur l'histoire de notre Révolution. Voilà ce que nous avons dit par rapport à cela. Contre-ordre. Les vœux des cahiers de la Constitution, fondement de ses droits, l'évocation d'un chimérique pacte social, la constatation mélancolique que le désir et l'intention de bien faire ne suffisent pas, la résistance des parlements qui n'a pas su briser, les manœuvres de la faction d'Orléans auxquelles il n'a pas su mettre fin par un acte d'autorité, devant lequel certes n'aurait reculé aucun des trois premiers Bourbons. Sa lucidité qui lui inspire une critique pénétrante de la Déclaration des droits de l'homme et de la Constitution et lui permet de démontrer le mécanisme de la conjuration orléano-jacobine dont il peut dire « J'étais parvenu, quoique difficilement, à connaître le secret de la faction, je savais tout ». Et ses qualités d'homme d'État qui surprirent tous ses ministres jusqu'à Roland. La critique de la guerre déclarée à l'Autriche, la nation asservie à ses mandataires et par ses mandataires, la dilapidation des finances, de l'autorité, la désorganisation du royaume, la destruction générale. Et son humilité, il rend compte à la nation. Et sa majesté, quand la fonction s'exprime, le représentant de la nation, c'était moi. Le président de l'Assemblée n'était que le chef de ses mandataires. Pour s'adresser à son peuple d'emblée, Louis XVI a trouvé le ton juste. Il semble que ce soit le ton propre de la fonction. Il termine l'appel à la nation, proprement dit, par un très émouvant parallèle entre son administration et celle de ses successeurs, opposant l'inventaire de son règne au bilan de la Révolution, à cette date de mon temps, en homme qui a compris que son temps n'est plus et parle avec le détachement de ceux qui savent la mort imminente et certaine. Écrites sous le coup des décrets, les dernières pages sont fébriles et comme haletantes. Les tout derniers paragraphes sont très probablement dus à Malesherbes, qui les aurait rédigés après avoir recueilli les ultimes instructions du monarque qu'il a encore pu voir à 2 reprises le 18 janvier. C'est au lendemain de la dernière visite qu'il fit au roi que Malesherbes dut écrire les dernières lignes, expression de la pensée royale puisqu'elles sont datées du 19 et que ce jour, le roi n'eut plus aucune communication avec son conseil. Le 20 janvier, le rejet de sursis ne laisse plus subsister aucun espoir. Il faut s'arrêter, et c'est au milieu de la première des pièces justificatives que l'on s'arrêtera. L'appel à la nation est donc une histoire du règne et un bilan. Louis XVI le commence le jour de son ascension au trône. Il se tait sur sa famille, sur sa vie privée. Il n'en parlera que dans son testament, qui ne doit pas avoir en principe de caractère public. Elle ne regarde que lui. Au sortir d'événements si proches, il a pourtant le recul nécessaire. Ces événements, il les revoit de près, mais de haut. C'est en quelque manière une voix du passé qui évoque les faces de son temps et les confronte avec les réalités de l'heure. Ce n'est pas une plaidoirie qu'il rédige, mais il ne lui est pas interdit de compléter cette histoire par un bref exposé de ses moyens de défense. Et c'est ce qu'il fait comme un proscriptum, ce complément n'ayant à ses yeux que fort peu d'importance. Pour la réfutation de calomnies qu'il repousse de toute sa conscience d'honnête homme, il a fait confiance à ses avocats. Le lecteur ne manquera pas d'ailleurs d'être frappé qu'il comparera la plaidoirie du 26 décembre et l'exposé des moyens de défense portant sur les mêmes objets.
C'est à deux ordres radicalement différents qu'ils appartiennent, mais si l'on peut penser que Malesherbes a collaboré activement à l'argumentation juridique et à certains passages de caractère un peu oratoire. Ce texte, où il s'exprime continuellement à la première personne, Louis XVI ne s'est pas contenté de l'inspirer, d'accepter de le signer. L'eût-il fait que l'intérêt en serait aujourd'hui le même, mais il était seul qualifié pour assumer la responsabilité d'un tel exposé. Bien plus, seul, il en était capable. C'est bien lui qui prend la parole avec une pertinence, une clarté et une autorité de monarque. Dans ce texte, il n'est rien qui ne puisse être de lui. Et si l'on réfléchit, à peu près rien à l'époque où il est écrit qui puisse être d'un autre. Il ne peut pas être surtout, nous allons le voir maintenant, de celui qu'ont cru l'auteur, de Groubert de Grubenthal, Robin quinquagénaire à mi-chemin de la soixantaine, que rien, absolument rien, ne prédisposait à un aussi stupéfiant tour de force accompli en moins de 5 semaines. Ce qui est étrange, c'est de constater à quel point ces documents capitaux, ces témoignages décisifs, peu connus il est vrai, mais cependant tombés dans le domaine public, brochure de Necker, lettre de Louis XVI à Malesherbes, de La Rochefoucauld à Liancourt, à Malesherbes, de Bertrand de Molleville au président de la Convention, de Malesherbes au comte de Provence, ont paru négligés. Comment ceux qui ont lu l'appel à la nation dans la revue rétrospective n'ont-ils point fait les rapprochements nécessaires avec le mémoire dont l'existence aux Tuileries, la disparition le 10 août, la présence entre ses mains des révolutionnaires était ainsi certifiée au-delà de tout doute? Comment n'ont-ils point été frappés par la profonde identité d'inspiration, de style entre le manifeste de Varennes, la lettre au prince, le testament surtout, et cet appel à la nation? Est-il possible que deux hommes différents aient pu écrire ces textes? S'il est destiné à produire un grand effet, l'appel à la nation ne doit pas être une œuvre posthume. Il faut le diffuser en temps utile. Un concours extérieur est indispensable. Il faudra quelqu'un pour assumer la composition typographique, la correction des épreuves, la recherche des pièces justificatives, la rédaction des notes indispensables, l'impression et le brochage du texte dans les délais les plus courts, dans le secret le plus absolu. Cette personne doit être capable et, tout à la fois, assez obscure pour ne pas attirer prématurément l'attention des mouchards et des autorités. Malesherbes arrête son choix sur un ancien avocat au Parlement, Groubert de Grubenthal. Il lui remet les documents, lui donne ses directives. Le temps presse et il faut faire vite. À une époque qui ignore la composition mécanique, où le tirage se fait encore à la presse à bras, à peine modifié depuis Gutenberg, et surtout le secret s'impose. C'était la loi indispensable d'une telle entreprise. Il fallait éviter qu'elle fût prématurément portée à la connaissance des ennemis. Le père Duchesne, d'Hébert, le journal de la République française, de Marat, l'ami du peuple, les deux redoutables pourvoyeurs de la guillotine. Quel était donc l'homme qui accepta cet office? Le fichier biographique de la Bibliothèque nationale, utile pourtant et si solidement documenté, ne nous donne qu'une seule référence sur Groubert de Grubenthal, et encore est-elle établie au nom de Grubenthal de Lignières, qui fut éphémèrement son nom de jeunesse, et renvoie-t-elle à un ouvrage dont les renseignements sont insignifiants et de plus en partie erronés. C'est ainsi que ce personnage se jouit de l'étrange privilège d'être à la fois l'un des hommes publics dont il a été le moins parlé, sur lequel il a été accumulé cependant le plus d'erreurs et de contradictions. Des gens qui étaient quasi ses contemporains en ont fait deux personnages entre lesquels ils ont réparti ses œuvres et son activité, attribuant les unes à Grubenthal de Lignières, les autres à Groubert de Grubenthal. Le Larousse, en 17 volumes, lui-même entretient cette erreur. De deux personnes distinctes, il est vrai que Grubenthal est en quelque peu responsable à l'origine, ayant porté le premier de ses noms pendant sa jeunesse, le second pendant sa maturité. Vous savez combien ces changements de nom au cours d'une même vie étaient fréquents sous l'Ancien Régime. Mais pour l'un comme pour l'autre de ces deux Grubenthal ou Grubenthal, il n'est point question du procès de Louis XVI, de l'appel à la nation, des 14 mois de détention qu'il a subis sous la Terreur et dont nous parlerons plus loin. Rien de plus obscur jusqu'à maintenant de cette vie. De longues recherches faites par Louis Jaffard nous ont cependant permis de découvrir les rares documents que l'on possède sur lui, dispersés à la Bibliothèque nationale, aux archives nationales, aux archives de la préfecture de police, etc., et de reconstituer l'unité de sa vie. Cette survivance, dans cette extrême obscurité dont rien ne l'avait fait sortir, atteste qu'il n'a jamais fait parler de lui comme défenseur, en appel de Louis XVI, ni sous la Terreur, ni quand la période virulente de la Révolution fut passée, ni même sous le Directoire et le Consulat, si favorables
cependant à une révélation de cette nature ni sous l'Empire. Né en 1739 sur la paroisse Saint-André des Arts à Paris, bien que probablement baptisé dans une autre église, fils d'un noble styrien autrichien, qui se fit naturaliser français sur le tard, occupé à des études austères depuis l'âge de 17 ans, il dut se mettre à l'étude du droit vers 1756-57, travaillant sans doute dans quelques études d'avoué, de notaire ou de procureur au Châtelet pour se préparer à sa future carrière d'avocat au Parlement. Les écrits qu'il nous a laissés, anonymes ou non, en manuscrit ou imprimés, sont autant de traces de son activité, de pierres militaires qui jalonnent sa carrière. L'analyse de ses œuvres nous a paru indispensable. Cette analyse démontre que Grubert de Grubenthal était en vérité étranger de formation, de culture, de style, à tout ce qui permettait de composer et de rédiger l'appel à la nation. En 1760, il publie une infime plaquette anonyme, Irus ou le savatier du coin. Il nous en prévient, mon intention a été de faire un raisonnement philosophique sur le faux et la richesse et les inconvénients de la misère, couronné par l'éloge de la médiocrité. Ce court poème est rédigé en alexandrin didactique d'une impersonnalité certaine. L'influence des maîtres qu'il s'est choisis est fort sensible. Il pastiche assez bien Voltaire. Par exemple, il dit « Consultons la raison et suivons sa lumière, nous ne pouvons errer lorsqu'elle nous éclaire. » Et après Voltaire, c'est Boileau qu'il n'imite pas mal non plus. Un prélat ridicule, un évêque exempté d'assister aux offices, chargé du revenu de 30 bénéfices. Il révèle déjà son rationalisme absolu et son anticléricalisme. Alors, voilà, maintenant, nous allons commencer le début de ce texte fondamental que je vais commencer à vous lire pour vous mettre un peu, disons, l'eau à la bouche pour la suite. Je vais vous dire donc l'introduction et la première époque. Appel de Louis XVI, roi de France, à la nation, le texte. Pendant 18 ans et 3 mois, j'ai gouverné la France. Dans cet espace de temps, j'ai été souverain par ma naissance, ensuite suspendu dans l'exercice de mon autorité, bientôt après rétabli sous le titre de roi constitutionnel des Français. Ensuite emprisonné, destitué, livré à tous les outrages, enfin accusé par la Convention nationale, et j'ai touché au moment d'être jugé sans pouvoir même être entendu. La contrariété de ces vicissitudes étonnantes tient à des ressorts que le temps découvrira sans doute et qui ne sont presque déjà plus un mystère. Les dangers qui, depuis près de 4 ans, ont environné, qui même environnent encore plus que jamais ma personne, ne sont rien pour moi. Et si le sacrifice de mes jours pouvait opérer le bonheur de la France, jaloux d'emporter en son estime et ses regrets, je lui ferais l'hommage de mon existence. Mais on m'accuse, on me peint comme le dernier des tyrans, on m'inculpe de crimes de tout genre, dont l'idée seule n'a même jamais trouvé place dans mon esprit, et moins encore dans mon cœur. L'existence n'est rien pour moi, la réputation est tout. Je livrerai volontiers l'une et sans regret, mais je défendrai l'autre avec tout le courage de l'innocence et toute l'énergie de la vertu. C'est à vous, peuple français, de me juger. Vous avez été le seul objet de toutes les actions de ma vie. Je vous en dois le compte et je vais vous le rendre avec la franchise qui n'a cessé de me caractériser, que mes ennemis, que mes accusateurs, que mes juges même en fassent autant. Et vous connaîtrez bientôt les coupables, s'il en existe. La durée de mon règne se partage naturellement en 5 époques. L'une depuis mon avènement au trône jusqu'à la première assemblée des notables, la seconde depuis cette assemblée jusqu'à celle des États généraux, la troisième depuis leur convocation jusqu'à la seconde législature, la quatrième depuis l'ouverture de cette assemblée jusqu'au 10 août 1792, et la dernière depuis ce fatal moment jusqu'à celui où doit paraître ma défense. Ô vous, Français, que j'aimais tant, et dont le bonheur me fut si cher malgré qu'on puisse dire. Lisez sans prévention, vérifiez les faits que j'articule. Ils ont chacun leurs preuves et jugez, d'après cela, qui sont les plus méchants de mes accusateurs ou de moi. Je n'implore ni votre indulgence, ni votre sensibilité. Je me borne à réclamer votre justice et l'autorité des lois, s'il en existe encore. Événement de mon règne, première époque. Le 10 mai 1774, le décès imprévu de mon aïeul me porta sur le trône. Je n'avais pas encore atteint ma 20e année. Je voulais le bien, j'étais sans expérience. L'État était accablé des dettes de 2 règnes, les finances dans un état d'épuisement, les lois et les tribunaux dans un état de langueur, les abus à leur plus haute période. Les mœurs au comble de la corruption. Tels étaient les auspices sous lesquels je me fis charger des rênes du gouvernement
Que pouvais-je, que devais-je faire dans une position aussi critique? Tout autre à ma place, à mon âge, ébloui par le faste de la cour, par les plaisirs qui environnaient le trône, aurait oublié ses devoirs pour ne s'occuper que de ses jouissances. Je ne vis dans ma position que les devoirs du trône et l'inexpérience de mon âge. Mon premier vœu fut le bonheur public, et de ce moment, j'ose dire, que je me suis jamais départi de ce sentiment. Je vis le besoin où j'étais de m'entourer des personnes qui, par leur réputation de talent, et de probité pourrait supplier à mon influence, j'appelais dans l'instant Maurepas. Disgracié de la cour depuis 25 ans, je le jugeais mûri par l'expérience autant que par l'âge, et je résolus de me rapporter entièrement à ses conseils. J'appelais successivement Miroménil, Vergène, Sartine, Dumuy, Turgot et le courageux Malherbe, aujourd'hui l'un de mes défenseurs. Dans un âge plus mûr, j'aurais eu peine à faire un choix plus conforme à l'opinion publique, et ceux que j'ai faits dans la suite l'ont toujours été sur le même principe, mais ces tous n'ont pas également répondu à mon espérance. Quel reproche pourrait-on me faire de m'être trompé sur quelques-uns de mes choix, lorsque la France entière, depuis près de 4 ans, s'est tant de fois trompée sur les siens? Le premier acte de mon autorité fut un acte de bienfaisance. À mon avènement au trône m'était échu le droit domanial, connu sous le nom de droit de confirmation ou de joyeux avènement. Je me fis rendre compte de son origine, de ses motifs. Je crus qu'il était de ma justice de m'en départir à la décharge des contribuables. Et c'est ce que je fis par mon édit du 30 mai 1774, dans le préambule duquel j'annonçais les vues et les principes que je me proposais d'établir et de suivre pendant le cours de mon règne. Fidélité dans les engagements, économie dans les dépenses, réforme dans l'administration. Telles étaient les bases sur lesquelles je m'étais promis d'asseoir l'exercice de mon autorité. Le second acte fut le rappel des tribunaux. Le soin de la justice devait fixer mes premiers regards. Le vœu de la nation sollicitait cet appel. Je crus devoir y déférer. Et bientôt, tous les tribunaux du royaume reprirent leur ancienne fonction. Le soin d'assurer les subsistances ne me parut pas moins pressant. Il fut l'objet des arrêts du Conseil des lettres patentes du 13 septembre et du 2 novembre 1774, par lesquels j'établis la liberté absolue des grains dans toute l'étendue du royaume et défendus tout approvisionnement pour l'avenir sous mon autorité, parce que loin de me faire baisser les prix de la denrée, c'était au contraire le moyen d'en provoquer le surhaussement. Cependant, malgré mes soins, je ne pus arrêter les suites de la malveillance, et les émeutes qui furent excitées en 1775 nécessitèrent de ma part des mesures de rigueur et la convocation d'un lit de justice pour parvenir à la répression des excès populaires. Fort éloigné de prévoir la révolution, j'avais dès les premiers instants de mon règne formé le projet de faire naître dans ce royaume une liberté digne de la nation française. Liberté qui, loin d'être désorganisatrice de tous les liens sociaux, les resserra au contraire plus étroitement, qui rendit à l'homme l'usage d'un droit imprescriptible, celui de ses facultés morales et politiques, sous l'autorité de la loi, seule égide de la vraie liberté, qui, détruisant toute servitude, contraire aux vœux et à la nature et à la raison, fut aussi éloigné de la licence et de l'anarchie que de l'humiliation de l'esclavage. Je voulais enfin remettre l'homme à sa place, et mon cœur se flattait d'avance du bonheur de régner sur de tels hommes. Je me proposais en conséquence de supprimer à perpétuité les servitudes personnelles et réelles, et d'affranchir à la fois les personnes et les biens. Tel fut mon plan, et toutes mes vues d'administration se sont constamment reportées à ce système. Que l'on suive méthodiquement l'histoire politique de mon règne, et l'on verra que je ne me suis jamais écarté du but que je m'étais proposé. Mais pour le remplir, il fallait nécessairement prendre des mesures de douceur et de persuasion, autrement que par des voies contraires, j'eusse violé le droit sacré des propriétés, et dans le temps même où je voulais opérer le plus grand bien, je n'aurais eu, dans l'esprit de ceux intéressés à la conservation des abus féodaux, que le mérite d'un tyran ou d'un despote. Je n'aurais qu'en fin de compte, manqué mon but. Les corvées étaient une sorte d'impôt d'autant plus onéreux qu'il frappait directement sur la portion et la plus indigente et la plus utile du royaume, sur les gens de la campagne, et que ceux qui travaillaient à la confection des routes étaient précisément ceux à qui elles étaient individuellement moins nécessaires, de sorte qu'il en supportait toute la charge sans en recueillir aucun bénéfice. Cette espèce de servitude me parut accablante.
contraire à l'équité naturelle, contraire même aux intérêts de l'agriculture et du commerce. Je crus en conséquence devoir la supprimer et la remplacer par une prestation en argent répartie sur les propriétés foncières. Je crus devoir aussi supprimer l'usage abusif où le gouvernement était de prendre sur les propriétés territoriales et sans indemnité les terrains nécessaires à la confection des routes. Je crus que cet acte d'autorité, masqué sous l'apparence de bien public, n'était qu'une violation de propriété aussi injuste qu'abusive. Et je m'empressais de la proscrire, ainsi que la corvée par mon édit du mois de février 1776, dans le préambule duquel je développais tous les motifs de cet acte d'équité. J'espérais qu'un édit aussi juste n'éprouverait aucun obstacle. Je fus cependant obligé d'employer tout l'appareil de mon autorité pour réussir, et de tenir un lit de justice pour parvenir à l'enregistrement de cet édit. Tant il est vrai que le désir et l'intention de bien faire ne suffisent pas pour écarter les résistances. Cependant, cet acte de bienveillance éprouva quelque temps après une suspension, et ce ne fut que par une déclaration du 27 juin 1787 que la corvée en nature fut enfin définitivement abolie d'après l'assentiment des notables que j'avais convoqués. J'avais rendu libres les bras cultivateurs, je voulus également ramener le commerce et l'industrie à leur liberté naturelle. Les règlements les plus anciens des différentes communautés d'art, des métiers, avaient imposé des conditions rigoureuses et souvent impossibles aux élèves des différentes corporations pour parvenir à la maîtrise de l'État qu'ils avaient adopté. De sorte qu'après avoir rempli le temps de leur apprentissage et avoir acquis les talents nécessaires, ils ne pouvaient être admis à la maîtrise et se voyaient forcés d'être toute leur vie les esclaves des maîtres. Il est vrai que dans un autre abus, on éludait les règlements et que, moyennant finance, on obtenait un arrêt du Conseil qui admettait à la maîtrise, mais cette ressource était infiniment dispendieuse. D'un autre côté, les frais de maîtrise et de réception étaient au-dessus des facultés des aspirants et souvent absorbaient leurs avoirs au point qu'après être reçus maîtres, il ne leur était plus possible de s'établir. Ces abus invétérés étaient d'autant plus d'entraves qu'ils nuisaient à la liberté qu'a tout individu à se choisir et d'exercer l'état qui lui convient. Ils nuisaient également à l'accroissement du commerce et de l'industrie limitée par les autres entraves. Je crus donc devoir les en délivrer à jamais et par mon édit du même mois de février 1776, enregistré au même lit de justice, lequel contient le développement des motifs et sa promulgation, je supprimais toutes les jurandes et communautés d'art et métiers du royaume, à la réserve de 5 qui intéressaient la sûreté publique et dont une, celle des perruquiers, ne pouvait être supprimée que par le remboursement effectif des charges. J'allais successivement parcourir et réformer les différents abus d'administration antérieurs à mon règne, mais je crus que pour y réussir avec plus de faculté, je devais avant tout m'assurer de l'opinion publique et associer la nation elle-même à l'exercice de mon autorité. Ce fut dans cette vue que j'adoptai le système des administrations provinciales qui, en chargeant les provinces d'une portion d'autorité, allégeait d'autant le poids de celle qui pesait sur le monarque. Par là, j'affaiblissais l'influence ministérielle sans compromettre l'autorité ni les devoirs du trône. J'abrégeais les sinuosités de l'administration et par la combinaison des pouvoirs, je ramenais toujours au point de centre le résultat des opérations en écartant les cabales et les intrigues qui entravaient sans cesse l'administration ministérielle. Mais pour parvenir à ce but désirable, j'avais à combattre les États provinciaux, jaloux de leurs prérogatives, le clergé, plus jaloux de ses immunités, la noblesse, aussi jalouse de ses privilèges, et plus encore le système des finances qui offrait à chaque pas des difficultés insurmontables. Néanmoins, au milieu de ces obstacles, et par mon édit du 12 juillet 1788, je tentais l'établissement d'une administration provinciale dans le Berry. Cette tentative, qui ne produisait que quelques avantages purement locaux, ouvrit les yeux à la nation. Elle conçut dès lors tout le bien qui pouvait résulter de la même opération en grand, mais pour l'exécuter, il fallait, comme je viens de le dire, renverser tout le colosse des finances et le système général d'imposition et de perception. Malheureusement, à cette époque, je me vis forcé de prendre part à la guerre des États-Unis de l'Amérique contre l'Angleterre. Les conditions honteuses de la paix de 1763 étaient restées profondément gravées dans le cœur des Français.
La suprématie maritime usurpée par l'Angleterre, le marasme de notre commerce asservi par ce traité, l'honneur, l'intérêt de la nation, celui de l'Europe entière, enfin l'avantage d'opérer la liberté des mers qui entrait toujours dans mes vues et, plus que tout cela, le vœu de la nation me déterminèrent et la guerre fut déclarée. Mais il fallait d'une marine, des dépenses extraordinaires, et reculer encore le plan de libération que j'avais tant à cœur. En vain, j'avais déjà mis en œuvre quelques moyens d'économie. En vain, le premier, je m'étais exécuté par la suppression et la réforme d'une portion dispendieuse de ma maison militaire et domestique. Il fallait renoncer à tout projet ultérieur pour ne s'occuper que des moyens de soutenir une guerre dont la durée devenait fort incertaine, mais dont les dépenses étaient très positives. J'opérais cependant encore diverses suppressions, telles que celle des trésoriers de ma maison en 1778, celle des contrôleurs généraux de ma maison et de la chambre denier, d'intendants et de contrôleurs du garde-meuble et d'autres. Par mon édit du mois de juillet 1779 et enfin celle de 406 charges par mon édit du mois d'août 1780, j'avais absolument résolu de ne conserver que ceux qui tenaient essentiellement à la dignité du trône et de la nation. Mon objet principal dans ces différentes suppressions était d'anéantir les privilèges exorbitants attachés aux charges supprimées et qui pesaient plus particulièrement sur les habitants de la campagne. Mais l'une des suppressions qui prouve le mieux le désir que j'avais de procurer à tout le royaume les avantages de la vraie liberté fut celle de la main morte dans l'étendue de mes domaines. On sait que la main morte était l'un des droits de la féodalité la plus ancienne, en vertu duquel les vassaux, dans certaines parties du royaume, et notamment dans le département du Jura, étaient attachés à la glèbe sous le titre de serfs, et ne pouvaient disposer ni de leur personne ni de leurs biens. Sur le tableau qui me fut fait de cette servitude horrible, je conçus le projet de rompre des fers aussi injurieux à l'humanité qu'à la raison. Ce droit était incontestablement contre nature et pouvait sans délaisser la justice être supprimé partout sans indemniser les seigneurs, mais c'eût été porter atteinte aux propriétés pour lesquelles je devais donner l'exemple du respect. Je préférais de racheter ce droit dans des temps plus heureux et je me contentais par mon édit du mois d'août 1779 de le supprimer dans l'étendue de mes domaines, persuadé que mon exemple serait suivi par la totalité ou du moins par une partie des seigneurs qui jouissaient d'un droit semblable. Et c'est dans cet édit que j'ai le plus particulièrement annoncé que je mettais ma principale gloire à commander une nation libre et généreuse. L'administration intérieure du royaume fut nécessairement languissante. Pendant toute la durée de la guerre, je ne pus me livrer qu'à quelques actes de bienséance et d'humanité. De ce nombre furent les améliorations que j'apportais dans le régime des hôpitaux et des prisons, sur le compte qui me fut rendu à l'insalubrité de ces asiles de l'indigence et de l'usage barbare de faire coucher ensemble jusqu'à 6 malades attaqués de maladies différentes. J'employai aussitôt les moyens provisoires qui étaient en mon pouvoir pour remédier aux abus principaux de l'administration de ces maisons, en me réservant à l'égard des hôpitaux de procurer à ces établissements tous les avantages que l'humanité souffrante avait le droit d'en attendre. Et je n'ai pas vu sans regret que la contrariété des circonstances eût éloigné l'exécution de mon projet. La paix de 1783, une fois conclue, et la liberté des mers acquise à l'Europe entière contre la suprématie maritime de l'Angleterre, enfin le traité de commerce arrêté entre les deux puissances, il ne fut plus question que de profiter des avantages de la paix pour rétablir ou plutôt ramener l'ordre dans l'administration du royaume. La guerre dispendieuse, d'où je sortais, avait considérablement accru la dette publique, la multiplication des rentes viagères avait presque doublé, la dette constituée, les charges annuelles excédaient les produits des impositions, de sorte même qu'avec les économies les plus considérables, il devenait impossible de ramener la recette au père de la dépense. Ce n'était point le cas au retour de la paix, de doubler la somme des impositions. Les charges annuelles excédaient le produit des impositions, de sorte même qu'avec les économies les plus considérables, il devenait impossible de ramener la recette au père de la dépense. Ce n'était point le cas au retour de la paix de doubler la somme des impositions. La mesure ruineuse des emprunts devait avoir un terme. Il fallait donc recourir à des moyens solides et justes pour éviter à la fois l'ignominie d'une banqueroute scandaleuse et la ruine des contribuables. Une seule marche pouvait conduire à ce but désirable, changer la forme et l'assiette des impôts, les réduire tous à une seule dénomination
écarter par là même tout arbitraire, égaliser les contributions dans la progression proportionnelle des revenus, simplifier les opérations dans toutes les parties de finance et d'administration, simplifier surtout le mode de perception, supprimer l'étonnante multiplicité des impôts renaissants sous 1000 dénominations différentes, supprimer conséquemment et le bénéfice excessif des fermiers et la multiplicité de leurs agents, et les frais ruineux qui en étaient la seule, en un mot, former dans tout le royaume l'établissement salutaire des administrations provinciales. Telle était la mesure à suivre, et l'impôt subvenait à tout. Mais pour parvenir à ce but, il fallait lutter à la fois contre les privilèges des provinces à capitulation, contre les réclamations des États provinciaux, contre les prérogatives de la noblesse, contre les immunités du clergé, contre les prétentions des cours souveraines, et contre l'or et l'avidité des financiers. Or, un rempart aussi formidable n'était pas facile à forcer. Chef de mes conseils, je ne voulais avoir que mon opinion et ma voix. Autrement, l'établissement des conseils eût été dérisoire. Si ma volonté personnelle eût été prépondérante, et si dans les choses mêmes les plus justes, j'avais voulu faire prévaloir mon opinion, j'aurais vu chaque jour naître des obstacles sans nombre à l'exécution de mes volontés. J'avais l'intention de faire le bien, mais je ne pouvais répondre que de la mienne. Et forcé de partager mon autorité pour l'exécution de mes plans, je ne pouvais répondre de leur succès. Je voulus donc prendre une mesure qui, en fortifiant mon autorité de l'opinion et de la volonté publique bien prononcée, devint à moi-même un point d'appui pour l'exécution de mes desseins. Et pour le bonheur général de la France, le parti le plus simple était d'assembler les notables de mon royaume, de leur présenter le tableau de situation de l'État, les moyens de salut qui existaient, et de prendre leur opinion sur les plans qui leur seraient proposés. Tel fut le parti auquel je fixais ma détermination. Eh bien, je vous remercie. J'ai été très heureux de vous lire la fin du préambule par rapport aux origines de l'appel à la nation de Louis XVI. J'ai fini la première époque. Je vous donne rendez-vous jeudi pour la seconde époque. J'espère que cela vous a paru nécessaire à une continuation d'un tel texte que je vous garantis va vous réserver quelques surprises et surtout une grande admiration pour que ce fût le roi Louis XVI. Je vous remercie. Louis XVI a été trahi par son propre frère et par ses plus proches conseillers. Nous espérons que le récit sur l'appel à la nation partie 3 vous aura plu et vous aura apporté des réponses sur le roi. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, l'appel à la nation partie 4.